Bonsoir. Alors effectivement, comme dit Olivier, nous allons prendre du recul pour la fin de cette première journée. On va prendre du recul historique, on va remonter à Louis XV, Louis XVI, ou plus exactement Georges III, le roi d'Angleterre de l'époque. On va remonter, même je vous ai cité une statistique sur 1000 ans, on va remonter en l'an 1000. Tout ça, bien sûr, pour essayer de comprendre un peu mieux dans quel contexte nous sommes aujourd'hui et demain. Donc, c'est à la demande d'Olivier un exposé avec discussion sur le thème révolution industrielle, au pluriel, parce que selon moi, il y en a 3, biosphère et bâtiment. Donc voilà comment on va fonctionner. Ça sera quelque chose en 3 points. Et moi je vous suggère, on n'est pas si nombreux que ça, vous voyez, je me suis assis, c'est relativement relax. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce qu'on a 1 heure, en gros, une grosse heure. On est en fin de journée, donc il ne faut pas abuser sur votre fatigue. Par contre, vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce que c'est quand même beaucoup plus vivant. Ça me permet en plus de caler l'exposé par rapport à certaines de vos préoccupations. Donc, interrompez-moi sur là, j'ai pas compris, là, je suis pas d'accord, etc. N'hésitez pas. Alors, en quelques mots, je me présente. Moi, je m'appelle Jean Carassus, je suis professeur à l'École des Ponts et j'ai eu un parcours professionnel essentiellement dédié au bâtiment immobilier. Après une école de commerce HEC et un doctorat de 3e cycle à Dauphine en économie, j'ai été d'abord dans les études économiques au ministère de l'Équipement de l'époque, puis la direction de la construction, qui est l'équivalent de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages aujourd'hui au ministère de la transition écologique. Donc là, c'est la politique du logement. Puis de l'opérationnel, dans la filiale habitat social du groupe AXA, le groupe d'assurance AXA. Puis innovation et recherche au Centre scientifique et technique du bâtiment, où j'ai été directeur du département économie et sciences humaines. Donc un profil économie management, socio-économie management. Et je suis, bon maintenant j'ai un certain âge, je suis encore actif notamment au Plan Bâtiment Durable, qui est un organisme national de promotion de la durabilité dans le bâtiment. Je suis membre du bureau mensuel du Plan Bâtiment Durable et membre du groupe de travail Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire, qui est le groupe de prospective, dont je dirai un mot d'ailleurs à un moment de l'exposé, sur le bâtiment. Donc voilà un peu mon profil. Et l'exposé en 3 points que je compte vous faire s'appuie sur 2 livres. Les 2 premiers points, c'est sur un livre que j'ai publié en 2019, qui s'appelle Le Choc. C'est le choc entre révolution industrielle, biosphère, et non pas bâtiment, parce que ce livre ne porte pas sur bâtiment, mais société, c'était un caractère plus général. Et puis un 2e livre que vous avez devant vous, qui est un livre que j'ai co-dirigé avec Dominique Naert, qui vous a fait l'exposé tout à l'heure, chez Erol, sur immobilier et bâtiment durable, qui est le contenu du master de immobilier et bâtiment durable, transition énergétique ou carbone et numérique de l'École des Ponts. Puisque, en parallèle à mon parcours professionnel que je vous ai indiqué, je suis devenu maître de conférence à l'École des Ponts, puis professeur, et notamment chargé d'un cours sur l'économie de la construction, puis depuis une dizaine d'années, pendant une dizaine d'années, ce master qui s'adresse plutôt à des cadres confirmés. La moyenne d'âge est de l'ordre de 40 ans. Et dont maintenant Dominique Naert est le directeur, car j'ai demandé à passer la main il y a 2 ans. Donc voilà le point de départ.
Et donc, je le répète, n'hésite pas à m'interrompre, ça sera plus vivant. Donc, 3 points. Le premier point, c'est les 3 révolutions industrielles. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi remonter à Louis XV ou Georges III? Qui sont ces gens-là? Le deuxième point, c'est les rapports entre ces révolutions industrielles et la biosphère. Je résume en caricaturant, la biosphère, c'est la vie. C'est l'ensemble des systèmes, des êtres vivants à la surface de la Terre qui interfèrent dans leurs différentes dimensions. Donc c'est en gros les rapports entre la révolution industrielle et la vie. Et je mettrai en avant 2 caractéristiques et des axes d'action. Car moi, je ne fais pas partie de ces gens qui se lamentent, qui font des constats dramatiques, désastreux, etc. Enfin, sur les désastres. Non, je pense qu'il y a moyen d'agir et donc il y a des axes d'action qui sont très concrets, sur lesquels on peut avancer et auxquels vous pouvez participer. Et puis le troisième point, alors ces 2 points s'appuient sur le premier bouquin. Et puis le troisième point, c'est l'action dans le bâtiment, puisque je ne vais pas parler de bâtiment dans les 2 premiers points. Et là, je m'appuierai beaucoup sur le livre que je vous conseille de lire. Je vous donnerai des petits conseils pour le lire, parce que 600 pages comme ça c'est pas facile à lire d'un seul coup. Et je ferai une conclusion, pour savoir si, avec vous, s'il y aura une 4e révolution industrielle, et si oui, quand, et puis je parlerai d'une parenthèse sur 3 siècles. Enfin bref, vous voyez, je souhaite que vous faire prendre du recul. Certains d'entre vous au début vont dire « Oh là là, c'est un truc à caractère général, c'est de la culture générale, je ne vois pas le rapport direct avec mon métier ». D'autres verront au contraire que derrière cette approche générale, il y a des éléments de mutation de fond dans lequel vous allez vous trouver professionnellement et de façon privée, puisqu'on va parler de la transformation des modes de production, mais on va parler de la transformation des modes de vie. Et donc, mon ambition, si vous voulez, elle est double. Premièrement, je souhaite exposer un récit. Parce que dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte très chaotique sur le plan économique, écologique, militaire, on est un peu perdu. Et l'idée d'un récit qui s'inscrit dans la durée, en plus, puisque je vais parler de 2 siècles et demi, même s'il y a quelques renvois à l'an 1000, ça permet de prendre du recul et de connaître un récit qui peut être utile. Parce que ce récit nous permet, s'il est un petit peu réussi, de se placer dans un contexte beaucoup plus général, à la fois sur le plan global au sens anglais du terme, c'est-à-dire le plan mondial, et puis à la fois sur le plan historique. Et la deuxième ambition, on a 1 heure devant nous, c'est que dans 1 heure, sur un ou 2 points, peut-être pas plus, vous ayez des idées un petit peu différentes de celles que vous avez au moment où je parle. Ça, c'est très ambitieux, mais c'est quand même l'objectif. Moi, mon job, c'est de faire bouger les modes de pensée, en particulier des professionnels de la filière de l'immobilier et du bâtiment, sur tout ce qui est dérèglement climatique, biodiversité et ressources. Car il y a un retard de cette filière important. Et je pense que le blocage principal n'est pas technique, n'est pas financier, il est essentiellement culturel. Et dans la tête des responsables, la tête, et en particulier les gens de ma génération et même un peu plus jeunes que moi, ils ont du mal à partir de 60-65 ans à changer de modèle de pensée. Et donc j'ai la chance, moi, de travailler depuis plus de 15 ans à 100% de mon temps sur ces questions-là. Je suis assez motivé et mon job, c'est ça, c'est faire évoluer des modes de pensée pour que la filière immobilier-bâtiment change réellement dans ses pratiques professionnelles, avec des impacts qu'on peut mesurer. Impact, bien sûr, en termes notamment de relation avec la biosphère. Donc voilà le cadrage général. Je vais faire attention pour respecter notre horaire. Et puis on a 1 heure, mais avec les questions. Donc n'hésitez pas, je le répète, à les poser ces questions.
Donc le premier point, 3 révolutions industrielles. Alors l'idée, c'est qu'il y a plusieurs récits possibles. Moi je suis donc de formation, comme vous avez vu, un peu économiste. Je ne suis pas économiste au sens universitaire du terme, mais disons je suis de sensibilité économiste, j'ai lu quand même un certain nombre de choses. Et sur cette approche économique, il y a plusieurs approches possibles. Il y a des économistes qui récusent cette notion de révolution industrielle. Il y en a d'autres qui parlent de société post-industrielle. Il y en a d'autres qui parlent de société hyper-industrielle. D'ailleurs, je me sens plus proche de ceux qui parlent de l'hyper-industriel que de ceux qui parlent du post-industriel. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une parole d'évangile que je vais vous dire, c'est un point de vue. Je ne suis pas le seul à parler de révolution industrielle, il y a plusieurs livres sur la révolution industrielle qui existent, et les révolutions industrielles, mais sachez que c'est un point de vue, et que d'autres points de vue sont possibles. Alors, cette notion de révolution industrielle, je m'appuie sur les travaux d'un économiste américain d'origine autrichienne qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui a écrit ses livres dans la première moitié du XXe siècle, entre 1910 et 1946. Et c'est un économiste qui était un peu en dehors de l'orthodoxie classique de l'économie, qui est très centrée sur économie de marché, prix, équilibre, etc. Lui, il était sur les ruptures. Et c'est en cela qu'il est passionnant, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, parce que nous vivons un monde de rupture. Et donc, lui, sur le capitalisme, puisque en dehors de la Corée du Nord et un peu Cuba, toute la planète est maintenant en économie capitaliste, hein, même la Chine qui reconnaît l'économie de marché comme le meilleur système pour l'allocation des ressources. Je vais lire un texte chinois sur les questions de dirigeants chinois qui était assez étonnant là-dessus. Même quand il se réfère à Marx, il se réfère pour l'économie à l'économie de marché. Donc, dans l'économie capitaliste, Schumpeter dit qu'il y a une caractéristique fondamentale, ou plus exactement, il y a d'abord un moteur et une caractéristique fondamentale. Et ça, c'est important pour comprendre dans quel contexte vous vivez. Le moteur du capitalisme, c'est l'innovation. Tout tourne autour de l'innovation. Et la caractéristique fondamentale, Schumpeter a une formule choc pour ça que je trouve excellente, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que cette innovation rend toute une série d'objets, de process, de personnes, de compétences, pas de personnes, de compétences de personnes, obsolètes. Et face à cette obsolescence, ça veut dire qu'avec cette obsolescence, il y a la destruction d'un monde ancien et il y a la création d'un monde nouveau. Et ça, c'est fondamental pour comprendre un peu dans quel contexte professionnel vous êtes en train de travailler. Donc, effectivement, les deux, le moteur et la caractéristique fondamentale étant l'innovation et la destruction créatrice, qu'est-ce que ça veut dire des révolutions industrielles? Et là, on est d'accord entre économistes sur l'idée qu'il y a l'innovation permanente, et même si certains n'appellent pas ça la destruction créatrice, ils le reconnaissent, en fait, ça revient à ça. Et certains ne parlent pas de révolution industrielle, ils parlent d'accélération de l'innovation à certains moments historiques. Moi, j'appelle ça révolution industrielle avec d'autres. Le terme est largement utilisé d'ailleurs par Joseph Schumpeter, non seulement pour la première, mais à son époque pour la deuxième révolution industrielle. Il est mort avant la naissance de la troisième. Et quand on analyse ce que c'est, d'après ma suggestion, inspirée bien sûr d'autres économistes, et en particulier Schumpeter, ces révolutions industrielles, c'est des accélérations du processus de l'innovation, avec l'apparition de grappes d'innovation radicales. Le terme de grappe, il est de Schumpeter. Et dans le numérique, on comprend cette notion de grappe. On sent bien qu'il y a une articulation de soft et de hard qui apparaissent à certains moments. Mais c'est vrai pour d'autres innovations antérieures. Et ces grappes d'innovation radicale, un mot sur radical. Radical, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Surtout, j'ai eu du mal à expliquer ça dans une école d'ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils sont fascinés par la nouveauté de l'innovation. Et moi, je dis, une innovation qui est absolument géniale, très nouvelle, etc., mais qui reste dans un laboratoire, c'est une innovation qui n'existe pas,
elle n'est pas radicale, a fortiori, puisqu'elle n'existe même pas. Et donc, la définition de la radicalité d'une innovation, c'est une innovation qui a un impact important, radical, sur l'économie et la société. Donc l'important, c'est l'impact de l'innovation, ce n'est pas son caractère novateur. Donc ce sont des grappes d'innovation radicales, c'est-à-dire des innovations qui, rapidement ou potentiellement, ont le pouvoir de changer des caractéristiques fondamentales de l'économie et de la société, et il y a une accélération de cette destruction créatrice. Dans ces moments-là, il y a des grappes d'innovation radicales qui apparaissent, des entreprises s'emparent de ces innovations, des mondes, celles qui ne s'emparent pas, ben, elles disparaissent, ou elles sont en tout cas en grave difficulté, celles qui s'en emparent ont un grand succès devant elles. Et à ce moment-là, il y a effectivement des acteurs dominants qui apparaissent, souvent des acteurs monopolistiques, c'est-à-dire ils ont l'essentiel du marché, où ils sont oligopolistiques et ils se partagent un marché. Le marché peut être national, continental ou mondial. Et donc, il y a ces firmes qui s'emparent de ce marché et qui essaient bien sûr de garder leur monopole le plus longtemps possible. Et dans le secteur numérique, nous en connaissons un certain nombre de grandes firmes globales, américaines ou chinoises, qui effectivement tentent, par beaucoup de moyens, de garder leur avantage compétitif issu d'une ou plusieurs innovations radicales qu'elles ont produites. Donc, une révolution industrielle, ce sont 1. Des grappes d'innovation radicale, 2. Une accélération de la destruction créatrice, 3. L'apparition d'acteurs dominants, firmes monopolistiques ou firmes oligopolistiques, qui dominent le marché. Et un des désaccords que j'ai avec certaines personnes qui n'utilisent pas le mot de révolution industrielle, c'est qu'elles disent « oui, mais ces révolutions, en général, ça ne dure pas longtemps. Hein. La Révolution française, c'est 1789, 1793, et puis bon, peut-être 95, puis ça s'arrête là. » Eh bien non. D'abord, moi je pense que la Révolution française, elle s'étale jusqu'en 1914. Puisque l'aristocratie se restaure en 1815, et ça c'est une parenthèse que je ferme tout de suite, et reprend son pouvoir, en particulier économique, jusqu'en 14, et bien c'est la même chose pour les révolutions industrielles. Alors les révolutions industrielles, telles qu'on peut les analyser, elles durent un siècle. En 2 étapes, il y a un premier temps où les innovations apparaissent, se développent, etc. Et puis un deuxième temps, c'est quelquefois un demi-siècle après, les innovations se généralisent massivement au niveau d'un pays, d'un continent et de la planète. En général, ces révolutions industrielles sont planétaires. Alors, toujours dans ce premier point, les 3 révolutions industrielles, on a un mot sur les 3. Alors, dans un petit livre l'économiste Daniel Cohen, publié en 2006, s'appelle « 3 leçons sur la société post-industrielle », terme que je conteste un petit peu, mais il s'explicite là, dans son dernier essai, il parle aussi à la fois d'industriel et de post-industriel. Mais en tout cas en 2006, il remarque, il parle des 3 révolutions industrielles, exactement avec un discours très proche de celui que je suis en train de faire, et il remarque que ça commence toujours dans les années 70. Et c'est bien pour mon récit, parce que ça vous donne des cadres, un cadre historique. Alors c'est un hasard historique complet, il n'y a aucune loi statistique. Mais c'est drôle, c'est intéressant, et puis ça permet de donner un cadrage. Autour de 1770, effectivement, Georges III est roi d'Angleterre, et Louis XV est encore, jusqu'en 1974, roi de France, apparaissent des innovations radicales qui vont vraiment profondément changer la société, que constituent la vapeur, moteur à vapeur, et le charbon. Et moteur à vapeur, attention, c'est pas la locomotive, hein, c'est tous les moteurs à vapeur. La grande transformation qui commence à cette époque-là, c'est d'abord la transformation de l'agriculture et de l'industrie, avec l'apparition des moteurs à vapeur dans l'agriculture et dans l'industrie. Et après, il y aura la révolution, un peu en même temps, mais surtout un peu après, la révolution des transports. Et donc, effectivement, c'est une révolution qui part d'Angleterre, plus particulièrement de la région de Manchester, parce que dans la région de Manchester,
toute une série de conditions sont réunies, conditions techniques, conditions d'énergie, présence de charbon, conditions industrielles, enfin début de l'industrie, conditions politiques, parce qu'il faut et conditions culturelles, parce qu'il faut un nouvel état d'esprit pour se lancer, pour cette transformation radicale de la métallurgie, de la sidérurgie, de l'industrie textile, et puis aussi de l'agriculture, puis après des transports. Et ça se développe à partir de Manchester, vers la Wallonie, qui est donc la moitié de la Belgique. La Belgique existe déjà, elle a été créée en 1830. Et puis le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais qui, en France, est la région leader de la France et une des régions leaders au niveau planétaire en matière industrielle. Avec la trilogie, effectivement, de l'industrialisation, le passage d'un process à dominante artisanale et manufacturière à un process industriel, avec des grandes usines de 3000 ouvriers, ouvrières, il y avait même des enfants à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de limite dans l'exploitation de la main-d'œuvre, et ces usines transforment radicalement le prix de revient, le prix de vente de marchandises autour de l'acier, du textile, et puis après des moyens de transport. Un siècle après, alors ça se passe en deux temps, en gros, effectivement, jusqu'en 1830-1840, ça va, il faut que les innovations voient le jour, etc. Et à partir de 1840-1850, on le voit très bien avec des indicateurs comme le chemin de fer, bien sûr, le transport des chemins de fer, le télégraphe, qui est une véritable révolution à l'époque, qui est une révolution mondiale, le télégraphe avec des câbles sous-marins qui sont massivement construits dans les années 1850, et à partir de 1850 jusqu'en 14, là c'est le développement massif. Et à partir de l'expérience qui est plutôt nord-ouest de l'Europe, ça se développe beaucoup progressivement dans le monde entier. Sauf dans les pays non développés qui subissent la concurrence. En particulier, on le voit très bien avec les rapports entre l'Angleterre et l'Inde sur le plan de l'industrie textile. Dans les années 1870, se produit une grappe d'innovation radicale autour, même si c'est daté autour du pétrole, là encore il y a des nouvelles énergies, pétrole-gaz, moteur à explosion, électricité, chimie. Là ça part plutôt de l'Allemagne et des États-Unis. Les premières grosses entreprises chimiques sont allemandes, après c'est plutôt des grandes entreprises américaines, mais qui sont créées après. Les premières industries automobiles sont européennes et américaines. Il y a une accélération très rapide, surtout à partir de 1910, grâce à la révolution fordiste qui, dans la ville de Detroit, invente la chaîne de montage automobile, change radicalement le process de fabrication d'une automobile, et au-delà de l'automobile, d'autres produits industriels, et bien sûr l'électricité. Le moteur à explosion plus le moteur électrique révolutionne la totalité de l'économie et aussi de la société. Et là aussi, ça se passe en deux temps. De 1870, où au début ça tâtonne pas mal, il y a une accélération forte grâce à Henry Ford pour l'automobile, à partir de 1910, mais l'explosion, c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a vraiment là l'utilisation massive de l'automobile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette deuxième révolution industrielle ne remplace pas la première révolution industrielle. Souvent, on parle de transition de l'une vers l'autre et que la première est abandonnée. Non, le charbon continue d'être massivement utilisé pendant la deuxième révolution industrielle. Donc, ça continue et autour de 1970 apparaissent les prémices de la révolution numérique. Et à la troisième révolution. L'entreprise Intel est créée en 1968. Le premier processeur créé par Intel, d'ailleurs, est apparu sur le marché en 1971. Microsoft est créé en 1975. Apple est créé en 1976. Et le premier ordinateur personnel, qui est une véritable révolution technologique et industrielle et mode de vie, apparaît en 1977. Après, il y a d'autres vagues, ça continue.
Et là, c'est purement américain et c'est purement californien. La Californie réunit toutes les conditions économiques, culturelles, financières, politiques pour être à l'initiative de cette troisième révolution industrielle. Après, ça continue, il y a un deuxième grand pôle qui apparaît, le pôle chinois, dans les années, à la fin des années 90, autour des années 2000. Ça, c'est l'apparition des Facebook, des Google, etc., avec leur équivalent chinois, Tencent, Alibaba, compagnie. Et donc, il y a une accélération à 2000 de cette révolution industrielle numérique, et elle continue, comme vous le savez. Certains disent il y a même une quatrième au sein de cette révolution numérique. Il y a un bouquin qui s'appelle La quatrième révolution industrielle, publié chez Duno en 2017, et écrit par Karl Schwab, qui est l'organisateur des grands rendez-vous de Davos, dont vous avez peut-être entendu parler, grands rendez-vous politico-économiques, en Suisse, et lui, il a découvert que dans la révolution numérique, il avait isolé un certain nombre de choses avec l'Internet des objets, etc. Et il dit c'est la quatrième. Je pense qu'il se trompe complètement. La troisième révolution industrielle numérique va durer tout un temps, sans doute un siècle, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, bien sûr, on n'a aucune idée, mais vouloir découper au sein du numérique des différentes étapes, on va s'inventer des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes révolutions industrielles, et ça n'a aucun intérêt. C'est une révolution numérique fondamentale qui a différentes caractéristiques. Au début, elle est fondée effectivement sur les objets dont j'ai parlé, qui apparaissent autour des années 70 avec le microprocesseur et l'ordinateur personnel. Mais après, il y a Internet, après, il y a l'intelligence artificielle, après, il y a l'Internet des objets, et plein d'étapes comme ça qui font que la révolution numérique est en cours de destruction créatrice permanente. Les premiers ordinateurs des années 70 appartiennent tous au musée, là on voit bien la destruction créatrice, quoi. Et puis on voit bien ceux qui prennent le tournant et ceux qui ne prennent pas le tournant, quoi. L'entreprise Kodak, elle n'a pas vu l'arrivée du numérique, quoi. Et l'entreprise Kodak s'est accrochée à la photographie argentique. Je ne connais plus les chiffres exacts, mais ils sont passés de 100 000 salariés à 8 000. C'est une catastrophe pour Kodak. Ils n'ont pas du tout compris cette destruction créatrice et ils ont été victimes de la destruction. Et il y a toute une série d'entreprises comme ça qui ont été victimes de la destruction, et il y en a d'autres. Microsoft, il a échappé peu, hein, parce qu'ils ont raté l'iPhone à un moment, et ils s'accrochaient à leur ordinateur. Heureusement, ils ont trouvé des ripostes, et Apple avait effectivement été à l'avant-garde. Et puis donc, d'autres sociétés, Google, et puis ils ont maintenant des moyens considérables pour continuer à investir massivement, avec des moyens qui peuvent être critiquables, puisque ce souci de maintenir un monopole ou un oligopole, on utilise tous les moyens. Comme M. Rockefeller, avec la deuxième révolution industrielle, pour la Standard Oil of New Jersey, avait utilisé tous les moyens, légaux ou pas, et ça avait ému quand même le pouvoir politique américain qui avait créé les lois anti-monopole, et qui a permis d'ailleurs le démantèlement de la Standard Oil of New Jersey de Rockefeller. Et il y a régulièrement des discussions pour savoir s'il faut casser un certain nombre de monopoles des grandes entreprises numériques. Donc voilà les trois révolutions industrielles telles que je les présente, et avant de rentrer dans le choc qu'elles vont produire avec la biosphère, je voulais savoir s'il n'y avait pas deux ou trois petites questions. Alors pour la vidéo, je résume la question, parce qu'il n'y a pas de micro dans la salle. Donc la question est, pour la Chine, je ne vois pas tellement en quoi ils ont été particulièrement innovants. Ils ont plutôt été l'atelier industriel du monde. Alors moi j'ai parlé, non pas de l'industrie en Chine, j'ai parlé du numérique chinois. J'ai parlé exclusivement du numérique chinois. Je ne vais pas parler du développement de la Chine de manière générale. Et le numérique chinois, effectivement, il n'est pas du tout à l'origine, c'est essentiellement, comme je l'ai dit, californien, même si certaines entreprises sont basées à Seattle, comme vous le savez, c'est quand même parti de la Californie, et les Chinois ne sont absolument pas présents dans la première étape de la révolution numérique. C'est exclusivement américain. Et après, par contre, autour de l'an 2000, alors là, ils sont hyper innovants. Alors, c'est difficile de comparer toujours les GAFA américains, malheureusement pas français,
américains et les GAFA chinois, mais il y a une certaine équivalence. Alors, je les confonds parfois entre Alibaba et Amazon, entre Tencent et Google, je crois, etc. Et là, ils sont précisément, même Facebook est créé après le Facebook chinois. Le Facebook américain est créé en 2004, sauf erreur de ma part, et le Facebook, l'équivalent du Facebook chinois, est créé dans les années 1998. Donc, les Chinois sont extrêmement innovants. Pourquoi? Parce que ils ont un marché considérable. Quand vous regardez Internet en l'an 2000, je l'ai cité dans mon premier bouquin, il faut que je vérifie les chiffres, mais l'Internet en l'an 2000, il y a très peu, il y a quelques centaines de millions sur les 7 milliards de terriens qui connaissent Internet. Et sur les quelques centaines de millions, la grande majorité, c'est des Américains. Et il y a 20 millions de Chinois. Autant dire presque rien. Alors que en 2015, entre 2015 et 2020, les Américains continuent de progresser un peu, mais les Chinois passent de 20 millions à 500 millions. Donc, ils ont un marché considérable qui progressivement va être protégé d'ailleurs par le gouvernement chinois. Et ils peuvent investir massivement dans des innovations qui, quand elles marchent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'innovations qui ne marchent pas, sont promises à un marché d'une rentabilité extraordinaire vu la taille de ce marché. Et donc, ils vont très vite, avec un marché qui augmente très vite et qui rentabilise leurs innovations et leurs investissements très vite. Et après, il y a le partage du mondial, et il n'y a pas de troisième pôle numérique qui est apparu. Il n'y a pas de grand du numérique européen, il n'y a pas de grand du numérique asiatique en dehors des Chinois. Il y a des entreprises puissantes à Taïwan, au Japon, en Sud-Corée, mais il n'y a pas les grandes plateformes telles qu'elles existent aux États-Unis et en Chine. Une question historique, Jean. Je lisais avec surprise dans un article il n'y a pas longtemps qu'au début du XXe siècle, il y avait autant de voitures électriques qu'à pétrole ou diesel, et que c'est la mise à disposition en grande quantité de fuel qui a fait que c'est l'un qui a pris au détriment de l'autre. Est-ce que tu confirmes ça? C'est juste. C'est surprenant. C'est-à-dire que des choses existaient. Quand je vous disais, les outils de maquette numérique existaient il y a 40 ans, et c'est pourtant cette saleté d'AutoCAD qui s'imposait partout. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va assister à un renversement, mais c'était déjà là au début. Dans les années 1890, il faut voir des spécialistes de l'histoire de l'automobile, mais j'ai lu des articles là-dessus, effectivement, plusieurs solutions techniques sont données. Et une des solutions qui marche le mieux, il y a même des courses automobiles qui sont organisées avec des voitures électriques, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et sur le plan technologique, ça marche très très bien, la solution électrique. Donc on hésite, et puis c'est le moment où, en Pennsylvanie d'abord, puis au Texas, puis en Russie tsariste, avec les grands gisements de pétrole de Bakou, en Russie, ils inondent la planète avec une énergie pas chère du tout. Et c'est une des raisons, là après il faut rentrer dans le détail d'un développement technologique qui est toujours un peu complexe, mais c'est une des raisons qui fait que, effectivement, le moteur à explosion et le pétrole l'emportent. Mais au début, c'était tout à fait égalité. Et s'il n'y avait pas eu ce raz-de-marée pétrolier, on aurait peut-être eu toujours des voitures électriques. Absolument. C'est surprenant. C'est surprenant, hein, c'est surprenant. Bien, deuxièmement, le choc. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois révolutions industrielles qui, je le répète, se rajoutent à chaque fois? Je vais vous citer des statistiques. Alors, oui, petite précision pratique. J'ai vu que plusieurs d'entre vous prennent des notes. Bon, vous avez raison. Sur le plan des chiffres, notamment, et puis d'autres quelques données, je vais diffuser un petit dossier d'une quinzaine de pages que j'ai déjà fait, que je te communique demain, que vous diffuserez, que vous aurez en copie, et qui vous donnera en particulier les chiffres. Ne vous cassez pas trop la tête à voir. Vous aurez un certain nombre, une quinzaine de courbes, etc., pour donner des chiffres.
regardez les chiffres essentiels quand vous les jugez utiles, et comme ça vous aurez une base avec des chiffres, le plan détaillé de mon exposé, la présentation des 2 livres dont j'ai parlé, et puis un petit article que j'ai fait et qui résume certains aspects de mon exposé. Donc ça vous donnera une base écrite pour que vous ne soyez pas uniquement dans l'oral. Alors deuxièmement, le choc. Parce que, oui. Petite question, vous en pensez quoi des révolutions dans le BTP? Est-ce qu'on en est au même point ou pas que dans l'industrie, comme par exemple l'automobile ou des choses comme ça? Excellente question. Excellente question. Effectivement, on a tenté beaucoup de choses dans le BTP, sur l'industrialisation en particulier. Moi, j'ai travaillé beaucoup, c'est un de mes premiers livres, publié au Prince des Ponts d'ailleurs, c'était sur l'économie de la filière construction, où j'ai analysé toute l'industrialisation du bâtiment à l'époque, entre 1945 et 1985. Sur le problème de l'industrialisation, on s'est complètement planté. C'est une innovation qui est un échec complet. Une industrialisation surtout du gros œuvre. Pour le second œuvre, c'est plus nuancé. Donc il y a des grandes innovations qu'on a tentées dans le BTP qui se sont plantées. Moi, je dois vous avouer, ça fait plus de 50 ans que je bosse dans le BTP, l'immobilier. Je vais essayer, parce que c'est en plus un secteur que j'aime beaucoup, mais mon travail, c'est de contribuer modestement à le faire évoluer. Honnêtement, c'est pas un secteur innovant. C'est pas un secteur innovant. Pourquoi c'est pas un secteur innovant? Il y a un certain nombre de secteurs aussi qui ne sont pas innovants. Il n'y a pas que le BTP. Enfin, BTP, immobilier, construction, pour moi, c'est une seule filière. C'est pas un secteur vraiment innovant. Pourquoi? Parce que le marché ne les force pas à évoluer. On peut résumer ça en 2 phrases. Premièrement, on peut faire de l'argent avec des choses traditionnelles. Et quand vous pouvez faire de l'argent dans un système capitaliste avec des choses traditionnelles, des bâtiments bien carbonés, etc., ben pourquoi changer? Et puis, deuxièmement, le processus de concurrence, les marchés, le BTP et la construction, c'est des marchés très locaux. En dehors de certains grands producteurs de matériaux, qui ont des marchés continentaux, voire mondiaux, c'est hyper local. La grande majorité des entreprises dans l'immobilier BTP, c'est des artisans, TPE, des très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises. Et donc, si vous prenez, par exemple, le marché immobilier et bâtiment, en incluant la maintenance et l'entretien, les grands groupes du BTP, que vous connaissez bien en France, les 3 grands groupes du BTP, ils ont peut-être quoi, en tout, 5 à 10% du marché. 3 grands groupes. Donc, c'est très dispersé, c'est très fragmenté. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est bien adapté à la demande. La demande est très diversifiée dans le bâtiment. La demande, on vous demande de construire une tour à la Défense et de réparer votre lavabo. Et c'est la même filière qui doit faire les deux. On se doute que ce n'est pas les mêmes acteurs. Et donc, il y a effectivement toute une série de marchés locaux sur lesquels il n'y a pas vraiment de concurrence, ou en tout cas, la concurrence ne joue pas sur l'innovation. Et l'innovation se transmet difficilement dans l'immobilier de bâtiment parce que justement, ce n'est pas un secteur concentré. Dans l'aviation, dans l'automobile, vous avez un oligopole mondial qui contrôle 90% du marché. Et ils ont beaucoup résisté. Peugeot Citroën a cru pendant longtemps dans le diesel. Et ils ne juraient que par le diesel. Ils ont failli être Kodak. Et ils ont fini par comprendre que Tesla, ce n'était pas uniquement de la poudre aux yeux. Et puis, il y a eu une pression politique. Et donc, ça y est, ils prennent le virage électrique, thermique vers électrique. Et tout le secteur va basculer dans des délais très rapides, parce que c'est un petit nombre d'entreprises dont les dirigeants, ils ont mis du temps pour certains d'entre eux, a compris qu'il fallait passer à un autre mode de production. Dans le BTP, non, c'est plus compliqué que ça. C'est très fragmenté, mais en même temps, on est un secteur passionnant parce que si on est si diversifié, c'est qu'on est très proche de la vie, quoi. On est très proche de la vie quotidienne des gens, et donc il faut qu'on s'adapte. Et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais je pense qu'on va évoluer en parallèle avec le mode de vie des gens. C'est-à-dire que une grande partie du parc
des infrastructures, ce sont les particuliers qui là. Dans le logement, la grande majorité des 36 millions de logements, ce sont les particuliers. À part les 5 millions d'HLM, et encore c'est moins de 5 millions, ce n'est que des particuliers. Il y a très peu de sociétés privées qui possèdent beaucoup de logements. Donc ce sont les particuliers qui doivent changer, qui doivent choisir des technologies, vous vous rendez compte, pour rénover leur maison, pour rénover leur appartement, soit directement, soit par l'intermédiaire de professionnels. Donc on sent bien que ça dépend de l'attitude de ces particuliers. Et les particuliers, ben, ils ont un différent mode de vie. Et si les modes de vie évoluent, eh bien à ce moment-là, leur pratique en matière de logement, si je prends l'exemple du logement, va évoluer. Mais sur votre alimentation, si vous mangez beaucoup de bœuf, si vous avez un SUV pour votre transport, si vous voyagez beaucoup en avion, je parle pour les gens qui sont propriétaires de logements locatifs, par exemple, qui sont un peu aisés, eh bien, vous n'allez pas vous amuser à faire brutalement dans votre secteur logement de votre vie un truc vert, un truc qui est en contradiction avec les autres dimensions de votre vie. À l'inverse, si dans votre vie, vous commencez à changer votre alimentation, vous commencez à changer votre mode de transport, vous commencez à changer votre mode de consommation, ben vous savez changer aussi votre logement. Et quand vous serez employé dans votre bureau, ben vous allez protester contre votre bureau à une clim très coûteuse et très polluante. Donc vous voyez, je pense que contrairement à certains secteurs très concentrés, où des dirigeants en petit nombre peuvent prendre des décisions, qui ne sont pas toujours bonnes, mais ils peuvent les prendre, le BTP et l'immobilier, c'est très diversifié, je préfère ce terme de diversifié, parce que fragmenté, ça fait un peu négatif, et c'est très lié à la vie des gens et à la vie des PME, des TPE et des artisans. Donc le BTP et l'immobilier va être pris dans un mouvement qui, j'espère, va s'accélérer dans les années qui viennent, qui est l'évolution des modes de vie. Mode de vie des artisans, mode de vie des ouvriers, mode de vie des propriétaires de logements, mode de vie des commerçants, puisque c'est eux qui gèrent les commerces, une partie du bâtiment, etc. etc. Et là, j'espère qu'il va y avoir vraiment une innovation. Mais comparé à plusieurs secteurs, c'est un secteur moins innovant. Voilà, on peut nuancer ma réponse, mais j'aime bien aussi des choses un peu claires, surtout que j'ai dit le contraire il y a 10 ans, donc c'était intéressant. Voilà, on va résumer le deuxième point et après on passera à d'autres questions. Donc le choc, c'est que eh bien, ces révolutions industrielles, elles fonctionnent au fossile. Et donc toutes, y compris la troisième. J'ai les statistiques, là vous les aurez. Le mix énergétique mondial, actuellement, eh bien, je vérifie les chiffres avant de vous poser la question. Oui. Une des premières sources d'énergie dans le mix énergétique mondial, aujourd'hui, là les statistiques sont de 2019, Agence internationale de l'énergie, c'est le charbon. Charbon qui est le moteur de la première révolution industrielle qui est apparue au XVIIIe siècle, eh bien en pleine révolution numérique, le charbon. Donc, et le charbon, c'est pas tellement les Allemands ou les Polonais, bien sûr, à l'échelle européenne, c'est des producteurs non négligeables, mais à l'échelle mondiale, ils sont marginaux. Le charbon, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, l'Australie. Et eux, ils produisent la majorité de l'électricité avec du charbon. Enfin, certains pays, c'est mix. Mais pour la Chine, ça reste encore la première, sauf erreur de ma part, ça reste encore la première énergie. Donc, et pour l'électricité. Donc effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est que en 71, là, juste au moment des prémices de la révolution numérique, eh bien, on a 85% d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial. Hein, je ne parle pas de la France. 2019, 81%. C'est fou. Alors vous allez dire, mais comment ça se fait? On parle sans arrêt d'énergie renouvelable. Bien sûr, il y a de plus en plus d'énergie renouvelable. Mais entre 71 et 2019,
Au niveau mondial, en millions de TEP, on passe de 5 millions à près de 15 millions. On triple, la population augmente, j'en dirai un mot, on triple la production d'énergie. Donc les énergies renouvelables augmentent massivement, mais le pétrole, le charbon et le gaz augmentent aussi massivement, si bien qu'il reste à plus de 80% au niveau mondial. Et quand on regarde, je vous avais promis une statistique sur l'an 1000, elle est là, c'est l'évolution du CO2 de l'an 1000 à aujourd'hui. Les scientifiques arrivent à faire ça avec des calottes très profondes dans la glace au niveau des pôles, puisque quand vous faites des calottes de plusieurs centaines de mètres dans la glace, des carottes, pardon, vous retirez la glace et les scientifiques sont capables de mesurer le taux de CO2 dans l'air il y a 300 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Et il y a une magnifique courbe dans le petit dossier que je vais vous transmettre, qui est l'évolution du CO2, du taux de CO2. Les scientifiques calculent ça, comme plusieurs d'entre vous le savent, en partie par million dans l'atmosphère. Et de l'an 1000 jusqu'en l'an à peu près 1800, 1850, ça reste autour de 270, 280 parties par million. Et c'est d'une stabilité extraordinaire. Malgré donc tous les phénomènes naturels, puisqu'il y a des phénomènes naturels qui peuvent éventuellement, dans certaines circonstances, augmenter le taux de CO2. Et le taux de CO2 augmente de manière hyper spectaculaire à partir de 1950, et avec une accélération très forte à partir de 1950 surtout, et actuellement on est à plus de 400 parties par million, alors qu'on était à 280 avant l'ère industrielle. Donc on voit, il y a une correspondance directe entre révolution industrielle et CO2 dans l'atmosphère. Tout simplement parce que les révolutions industrielles sont fondées sur le charbon, le pétrole et le gaz. Parce que la troisième révolution industrielle, la révolution numérique, elle a besoin de quoi? De? Oui, et plus particulièrement sous quelle forme? Électricité. Et qui c'est qui a inventé l'électricité? C'est les gens de la deuxième révolution industrielle. Et ils ont trouvé de l'électricité, ils la fabriquent à partir de charbon, à partir du gaz, un peu à partir du pétrole, un peu, et puis à partir du nucléaire. Le nucléaire, entre les deux dates dont je parlais tout à l'heure, est passé de 1 à 5%, et il plafonne depuis. Et puis l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, c'est ça qui représente une bonne partie des énergies renouvelables, notamment en 1971. Eh bien, effectivement, cette électricité, quelle que soit l'origine, intéresse la révolution numérique. Ils s'en moquent de l'origine. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est de l'électricité. Alors, ils en sont conscients. Apple a réformé ses data centers, etc., etc. Ils essaient de faire du renouvelable, bien sûr. Mais ce qui est intéressant de voir, moi je l'ai mis dans le bouquin de 2019, la révolution numérique marche très bien au charbon. Et c'est scientifiquement, statistiquement prouvé. Donc, voilà le choc considérable. Le dérèglement climatique, là je ne vais pas faire de détails là-dessus, c'est effectivement lié à une aggravation de l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un truc très positif, comme certains d'entre vous le savent. C'est ça qui permet de renvoyer vers la surface de la Terre la chaleur qui nous permet, contrairement à semble-t-il beaucoup de planètes dans l'univers, d'avoir une température vivable. Mais malheureusement, avec les révolutions industrielles et le CO2, et d'autres gaz à effet de serre, mais le CO2 est le principal, nous avons un effet de serre qui augmente, et avec les puits carbone que sont les océans et les forêts ne suffisent plus pour absorber, comme ça a été fait pendant des milliers d'années, à absorber ce CO2 que nous on émet avec ces révolutions industrielles. Et donc ça augmente, et le CO2 augmente, et il y a des dérèglements climatiques, là je ne détaille pas, c'est augmentation forte des températures, augmentation des extrêmes, je préfère le terme de dérèglement climatique à réchauffement climatique. Le réchauffement c'est un des aspects, il y a aussi des conjonctions entre les épisodes très chauds et les épisodes très froids. Je me souviens
Quand M. Trump sortait d'une période très froide, on disait regardez, le réchauffement climatique c'est très froid. Ben oui, M. Trump, c'est le dérèglement climatique, c'est pas le réchauffement continu partout et sans arrêt. C'est un dérèglement climatique, on a des périodes très chaudes et puis on a des périodes froides, on a des périodes très sèches et on a des périodes avec des inondations, on a des périodes qui dérèglent complètement le climat. Et le climat c'est quoi? C'est la température et l'eau, donc c'est la vie. C'est la vie. Et la deuxième caractéristique commune des trois révolutions industrielles, la première étant donc je fonctionne au fossile, donc je dérègle le climat. La deuxième, c'est la nature est une réserve inépuisable. La nature, c'est gratuit et c'est une réserve inépuisable. Donc à partir de là, quand on dépasse un certain degré d'exploitation de la nature, ben, on la détruit. Et la nature n'a plus le temps de se reconstituer. Il y a une statistique, vous l'aurez aussi dans le petit dossier que je vais vous distribuer, c'est la notion d'empreinte écologique de l'humanité. Vous en avez entendu parler quand on parle de la date à partir de laquelle on n'a plus de réserve. Comment ? 28 juillet 2021. Voilà, c'était au mois d'août de mon temps et c'est déjà passé à fin juillet. Et donc c'est l'idée quoi? C'est cette notion de footprint, d'empreinte écologique, où on calcule en hectares globaux les hectares qui sont nécessaires pour absorber le CO2, pour nourrir la population et les animaux, etc. Donc on a une capacité biologique de la Terre qui est à peu près de 12 milliards d'hectares globaux actuellement, et on est actuellement à peu près à 18, là les statistiques peuvent être actualisées puisque j'ai des statistiques sur un demi-siècle. Moi j'aime bien regarder les statistiques, en dessous d'un demi-siècle on ne comprend rien. Il faut un siècle ou un demi-siècle. Et là c'est entre 1960 et en 2010, et là on voit que les besoins de l'humanité sont nettement supérieurs à la possibilité biologique de la Terre, puisqu'on est à 12 millions d'hectares globaux que peut fournir chaque année la Terre, et on est à plus de 18 milliards. Alors qu'en 1960, c'est pas la préhistoire, hein, je vivais déjà en 1960, j'avais une douzaine d'années, comme ça vous avez une idée de mon âge, et bien en 1960, il y avait une possibilité de la Terre un peu plus faible, peut-être qu'on s'est amélioré du côté d'une déforestation moins active dans les dernières années. Il y avait 10 milliards de biocapacité de la Terre, et les terriens dont je faisais partie à l'époque, on n'en avait besoin que de 7 milliards et demi. Donc on était à 75% des possibilités de la Terre. Et c'est pas il y a une éternité, hein. C'était en 1960. Alors, il y a quand même une petite différence entre les deux, c'est que quand j'avais une douzaine d'années, nous n'étions que 3 milliards sur la Terre. Et alors que maintenant, nous sommes 8 milliards. Donc effectivement, c'est non seulement les révolutions industrielles, mais c'est les révolutions industrielles qui s'étendent sur l'ensemble de la planète. Pourquoi ça s'accélère à partir de 1950? Bon, là, c'est plutôt le développement de l'Occident. Mais pourquoi ça s'accélère beaucoup à partir de 1980-1990? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Asie, c'est une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique latine. C'est la planète qui a le droit de sortir de la pauvreté, parce que c'est aussi ça. La pollution, c'est sortir de la pauvreté. Donc effectivement, c'est des centaines de millions, plus malheureusement en Asie qu'en Afrique, qui sortent de la pauvreté et qui ont droit à un développement économique. Comment? L'Afrique est toujours pauvre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. La natalité n'a pas augmenté beaucoup. Oui, la remarque sur l'Afrique, où il disait le niveau de pauvreté reste important en Afrique, c'est vrai, et il y a un lien à la fois avec le développement économique et le problème démographique. C'est-à-dire le taux de fécondité des femmes dans beaucoup de pays d'Afrique, pas tous, reste très élevé. Le summum, c'est le Niger, où il y a encore 5 ou 6 enfants par femme, alors qu'effectivement, là on sent bien qu'il faut une évolution. Il faut bien sûr décarboner l'économie, je vous donnais les axes, mais il y a aussi une évolution démographique, il faut l'analyser,
Et c'est vrai que le taux de fécondité en Asie ou au Moyen-Orient a fortement baissé. Les Iraniennes ont un taux de fécondité qui est inférieur à celui des Françaises. Ce sont des femmes très cultivées, c'est lié à la culture et à l'éducation des femmes. C'est l'anti-Taliban, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, effectivement, il y a fondamentalement un phénomène lié aux révolutions industrielles et il faut intégrer la dimension démographique. Alors, effectivement, du coup, on dérègle le climat, on détruit la nature et il y a des actions possibles. On ne va pas trop les développer aujourd'hui, mais dans ce deuxième point, avant de parler plus particulièrement du bâtiment, il faut décarboner les modes de production. Et c'est pas toujours facile, parce que l'acier sans carbone, on ne sait pas faire, le ciment sans carbone, on ne sait pas faire, et le verre sans carbone, on ne sait pas faire. En tout cas, on ne sait pas faire à un coût raisonnable. Parce que c'est le problème. Pour que l'innovation soit radicale, j'ai dit qu'il faut qu'elle transforme l'économie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit d'un coût raisonnable. Et bon, il y a des recherches, j'ai discuté avec des amis de Saint-Gobain, ils font des recherches sur le verre décarboné, je sais que Lafarge Holcim et d'autres entreprises font des recherches sur le ciment moins carboné. ArcelorMittal, notamment à Dunkerque et à Fos, investit dans des processus moins carbonés, mais avant qu'on soit vraiment décarboné, je pense aussi qu'il va falloir changer la nature des matériaux et augmenter fortement des matériaux biosourcés et consommer moins de fer, d'acier et de ciment, et plus de bois aussi. Donc il faut aussi à la fois que ces matériaux changent, soient moins carbonés, et puis il faut le dire franchement, moins utilisés. Et décarboner les modes de production, de gestion, c'est aussi l'utilisation du gaz. Oui. Peut-être vous avez une question. Par exemple, la construction en bois, est-ce qu'elle peut être une alternative? Oui. Dans la mesure où on détruit des forêts pour construire. La question est, la construction en bois est-elle une bonne alternative alors qu'en même temps on détruit des forêts, etc. La réponse est oui, et vous avez donné les éléments deuxième élément de ma réponse en précisant mais ils détruisent des forêts, etc. La réponse est oui si les forêts sont gérées de manière durable. Et si les transports de ces éléments en bois sont relativement raisonnables, parce que si on fait venir du bois du nord de la Finlande pour des constructions en Provence, c'est pas très astucieux du point de vue transport, puisque la majorité des transports, c'est des transports carbonés. Donc, le bois est une solution sous condition, c'est une évidence. Si les forêts sont gérées de manière durable, et là moi j'ai lu des trucs, mais je ne suis pas du tout spécialiste, il faut effectivement des forêts qui ne sont pas dans la monoculture, il faut une diversité très forte des essences de bois, il faut les gérer d'une certaine façon, etc. Donc le bois, avec des forêts gérées de façon durable, oui, est une des alternatives. Et une alternative intéressante. Et d'ailleurs, quand on parle des matériaux décarbonés, une des solutions, c'est la mixité, justement. Bien sûr, on peut faire tout en bois ou en matériaux biosourcés, mais il y a aussi des solutions mixtes, bois plus acier, bois plus ciment, bois, etc. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité d'économie circulaire. Parce qu'en gros, il y a 4 axes au niveau de l'action. Premièrement, vous décarbonez les modes de production. Deuxièmement, vous décarbonez les modes de vie. Troisièmement, vous développez l'économie circulaire. Ça veut dire que vous avez à fond une activité de recyclage et d'économie de ressources. Et puis, vous agissez sur la biodiversité. En simplifiant, bien sûr, je simplifie, il y a 4 axes d'action. Et votre job, c'est de participer à ces 4 axes. Parce que le BIM, il est sur la construction et la rénovation et la gestion en plus du bâtiment. Et il permet d'analyser toute une série de... ça dépend des études qui sont intégrées dans le BIM, mais y compris l'impact. L'impact carboné peut être intégré dans les données que vous gérez. L'impact carbone, pardon, peut être intégré dans les données que vous gérez. Ça dépend des données. Le BIM, il gère des données, même si je suis d'accord avec Olivier quand il dit que c'est 80% d'humain et de coordination entre humains et 20% de technique et de numérique, c'est tout à fait la
bonne proportion, mais dans les données que vous gérez, si vous avez des données effectivement sur l'impact carbone de tel ou tel matériau, ou de tel mode de gestion de chauffage, ou de tel clim, effectivement, là, vous travaillez en vraie grandeur sur l'impact. Et donc, vous travaillez sur l'un des cadres d'action, les cadres axes d'action, que vous êtes sur le mode de production, vous êtes sur le mode de vie quand vous êtes sur l'exploitation des bâtiments, vous êtes sur l'économie circulaire quand vous avez des données sur la proportion de matériaux recyclés dans votre projet. Et puis, si votre projet, si le BIM intègre la biodiversité, là je ne suis pas compétent si ça va jusque-là, vous pouvez avoir des éléments sur la biodiversité déréglés par le bâtiment que vous construisez. Donc, et là vous avez des données chiffrées sur ces axes d'action, en particulier des données sur le mode de vie. Et donc là je m'appuie sur ces deux premiers grands points sur un bouquin que j'ai écrit, dont j'ai parlé, et dont je vous donne l'introduction dans le bouquin, et puis dans le petit dossier qui sera diffusé, et puis pour la minorité qui est intéressée par une vision un peu globale sur révolution industrielle et biosphère, je vous suggère effectivement de lire le bouquin, il n'est pas très long, c'est un bouquin de 170 pages, publié en 2019. Troisième et dernier point, l'action dans le bâtiment. Alors, avant de peut-être rentrer dans le bâtiment, est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions? Juste une question. Tu parlais d'agir sur la biodiversité. Est-ce que le BIM peut y contribuer? On avait une thèse il y a quelques mois d'une mastérienne qui, sur des projets de territoire, se posait cette question. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que le BIM peut jouer? Quels paramètres? De quelle façon? Donc, vous voyez, typiquement, quand on vous dit que les thèses sont des questions dont vous allez chercher les réponses et pas qui sont connues à l'avance, ça peut aussi être ça, sur ces domaines-là, s'en emparer. Quels sont les indicateurs, sur quoi on peut jouer, la biodiversité, la faune, la flore, les crapauds qui traversent les autoroutes. C'est pas du BIM, c'est du paysage. Eh oui, mais si on, bien sûr, après c'est la question, est-ce que c'est du BIM, du CIM, du TIM, ou comme je le dis, du NQIM, du n'importe quoi IM. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, si vous avez à partir du BIM une vision globale du projet construction ou rénovation, premièrement, moi je vous pousse vraiment à ce que ça aille jusqu'à la gestion et l'exploitation, parce que le BIM qui s'arrête à la livraison n'a aucun intérêt pour moi, ou a un intérêt très limité, parce que c'est cette masse de données qui est collectée au moment du programme, de la conception et de la réalisation, si on ne l'utilise pas pour la gestion et l'exploitation, c'est un crime, quoi. Alors c'est compliqué parce que les gestionnaires, ce sont des gens qui ont un profil culturel complètement différent, etc. Donc ça suppose peut-être dans un certain nombre d'opérations la participation même du gestionnaire à l'opération au niveau du BIM, pourquoi pas. Mais c'est clair que si on ne va pas jusqu'à la gestion et l'exploitation, c'est fou que cette masse de données que vous collectez, que vous gérez jusqu'à la livraison du bâtiment, parte en fumée au moment du gestionnaire et que le gestionnaire travaille avec des données qui ne sont pas les vôtres, vraiment il y a un truc. Donc c'est vrai que si vous avez un petit pouvoir d'influence, ça c'est la première priorité, que ça ne s'arrête pas à la construction ou à la rénovation, mais que ça soit utilisé au niveau de la gestion et de l'exploitation. Et après, au niveau de l'impact, alors là, c'est des outils, ça peut être des outils complémentaires du BIM, éventuellement, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait un outil nouveau qui venait de sortir, qui va au-delà de l'opération de construction, qui est l'opération d'aménagement, où il y a un logiciel de mesure de l'impact carbone d'une opération d'aménagement. Et il y a des logiciels de mesure d'impact carbone, j'imagine, d'opération de bâtiment. Donc, effectivement, moi, si j'ai des suggestions, la première suggestion, c'est aller jusqu'à la gestion et l'exploitation, et puis essayer d'avoir des choses liées à l'impact de ce que vous faites. La mesure de l'impact. Quand on me demande, mais qu'est-ce que c'est que le durable? Comment distinguer le durable du greenwashing, là, je ne sais plus comment ça se traduit, le greenwashing, c'est la mesure, quoi. Il faut mesurer l'impact de ce que vous faites. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est que le durable? C'est MVR. J'avais discuté avec des amis anglo-saxons et j'avais traduit ça par MVR. MVR, ça veut dire quoi? Il faut que ce que vous faites soit mesurable, vérifiable et reportable, ça veut dire dans le... Si je prends l'exemple
d'impact du bâtiment. Alors après, il faut mettre le BIM dans le bâtiment. C'est l'impact du bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de mesurer l'impact carbone de ce bâtiment, ou de mesurer l'impact sur la consommation d'eau de ce bâtiment, et pas seulement à un moment donné, mais avec tout le cycle de vie. On vous a parlé rapidement de la réglementation 2020. Maintenant, on force les professionnels, avec la réglementation française, à travailler sur le cycle de vie pendant 50 ans. Donc on imagine des promoteurs qui travaillaient sur 3 ans, on leur dit non, changez de mode de pensée, travaillez sur 50 ans. Et donc vous êtes capable de mesurer, avec des approximations, on s'en fout, on n'est pas à 10% près, vous êtes capable de mesurer l'impact de votre bâtiment ou de la rénovation de votre bâtiment sur l'énergie, sur le CO2, sur l'eau, sur les matériaux. Est-ce que vous faites des économies de matériaux ou est-ce que vous gaspillez des matériaux? Et avec une simulation sur 50 ans. Ça commence à devenir sérieux. Vous mesurez. Comment? Oh ben il faut choisir une convention et la réglementation a dit c'est une convention, c'est 50 ans. Moi j'habite un bâtiment qui a 190 ans. Il se porte très bien. Il y a des bâtiments qui ont été détruits au bout de 20 ans. Donc il faut... Oui, elles sont peu habitées quand même. Et quand elles sont habitées, c'est des gens pas très vivants. Mais disons que 50 ans, c'est une convention. Une convention parce qu'il faut un mode de calcul. Et le grand progrès que font les professionnels, même si certains beaucoup résistent, c'est qu'ils imaginent le fonctionnement de leur bâtiment pendant les 50 ans. Alors qu'un promoteur, le soir de la livraison, et surtout le soir de sa vente, il s'en va. Donc c'était une révolution culturelle pour certains professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Donc effectivement, ça peut être... Donc quand je disais MVR, c'est mesurable. Vérifiable, ça veut dire que ce n'est pas autoproclamé par un professionnel, je fais ci, je fais ça, c'est vérifiable par un certificateur, par un bureau d'études extérieures, etc. C'est sérieux, c'est avec des méthodes, avec des bases scientifiques, c'est pas de la poudre aux yeux. Et puis c'est rapportable, ça veut dire que le patron de l'entreprise dont vous faites partie, l'agence d'architecture, ou bien surtout des promoteurs, ou des gestionnaires de parcs et propriétaires de parcs, ils disent, voilà, mon parc a un impact CO2 de tant, en millions de tonnes, en telle année, j'ai vu des rapports de grandes sociétés immobilières qui calculent ça. Je m'engage d'ici 2030 à ce que cet impact soit réduit de temps. Et je vous donne mes résultats année par année. Tout ce que je dis, c'est vérifiable par un bureau d'études extérieures. Là, on commence à être sérieux. On commence à être sérieux. Ça tourne toujours autour de l'impact. Bon, le troisième point, c'est l'action dans le bâtiment. Et vous verrez, il y a un petit article que je vous communique dans le dossier, qui reprend d'ailleurs une petite partie du premier chapitre du bouquin que vous avez là, qui est le défi 2030 du bâtiment. Parce que 2050, pour moi, c'est trop loin. 2030, ça commence à être pas trop loin. Et le défi 2030, c'est quoi? C'est que quand vous regardez les statistiques de la stratégie nationale bas carbone, et vous avez une graphique dans le dossier que je vais vous diffuser, entre 1990 et 2015, pendant 25 ans, le secteur du BTP a diminué au niveau, c'est surtout les statistiques sur le parc, a diminué ses émissions de carbone de 4%. 4% en 25 ans. On a voté une loi, et puis c'est dans une perspective européenne, puis il y a beaucoup de pays qui vont dans le même sens que nous, on veut être neutre en carbone en 2050. Et puis pour être neutre en carbone en 2050, donc on a calculé neutre en carbone en 2050, qu'est-ce qu'il faut faire en 2040, en 2020, en 2030, etc. En 2030, pour le secteur du BTP, et je crains d'ailleurs qu'avec les derniers objectifs européens, ce chiffre soit aggravé, mais peu importe, le chiffre est déjà suffisamment spectaculaire. La stratégie nationale bas carbone, qui est un document tout à fait officiel, hein, qui a été issu d'une concertation et qui est validé officiellement par un décret du Premier ministre. Donc c'est un engagement formel de l'État, et pas seulement du gouvernement, c'est le Parlement, le législateur, etc. Eh bien, entre 2015 et 2030, il faut que le secteur du bâtiment diminue ses émissions de 49%. On a fait moins 4% en 25 ans, il faut qu'on fasse moins 49% en 15 ans. Actuellement, avec nos méthodes de travail, avec les matériaux que nous utilisons, avec les énergies que nous utilisons pour les bâtiments, cet objectif, si nous ne changeons pas ces méthodes, est inatteignable. Si on continue à travailler comme aujourd'hui, l'objectif de moins 50%, j'arrondis,
de CO2 entre 2015 et 2030 est inatteignable. Il faut changer radicalement les méthodes de travail et il faut changer même le mode de pensée complet. Je vais prendre un exemple, puisque là on est plutôt au niveau d'une conclusion. Je ne vais pas trop développer. Actuellement, pour répondre aux besoins, on dit qu'il faut construire. Construire neuf. On répond aux besoins de la construction. J'ai même vu un des dirigeants de la Fondation Abbé Pierre qui disait oh, on a besoin de 400 000 logements pour loger les pauvres. J'ai dit monsieur, vous êtes directeur des études, un type brillant par ailleurs, mais bon, type brillant, j'exagère là s'il voit la vidéo. Non, c'est quelqu'un de brillant, mais je dis mais 400 000, vous êtes sûr que. Quel est le pourcentage de ces 400 000 logements qui vont vraiment aux pauvres? Oui, mais ça répond aux besoins, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée qu'on répond aux besoins par la construction neuve. La rénovation, on fait ce qu'on peut, parce qu'on sent bien qu'il faut rénover, il y a des épaves thermiques, etc. La gestion, on s'en occupe un petit peu, et l'utilisation, on n'en parle jamais. Il y a 4 trucs dans le bâtiment. Hein. On construit, on rénove, on gère et on utilise. C'est ça à quoi vous servez. Contribuer à l'une des 4 ou à plusieurs des 4. Il faut inverser la démarche. On est compte. Et je parlais d'une réflexion du groupe bâtiment responsable et territoire, dont je fais partie, dans le plan bâtiment durable. On avait failli sortir la note, on voulait l'appeler Construire moins. On a dit donc, on va avoir tous les professionnels qui vont dire vous détruisez des emplois, etc. Donc on ne l'a pas appelé Construire moins. Comment? Construire mieux. Construire mieux, et on a dit d'abord utiliser mieux. Quand je dis il faut renverser la logique, actuellement, on construit pour répondre aux besoins, on rénove comme on peut, on gère au mieux, et on ne se préoccupe pas de l'utilisation. On dit, c'est l'inverse. Question. Comment on peut agir avec le niveau? Comment on peut agir? Comment est-ce qu'on peut agir avec le niveau? Alors, on continue, là on est sur les idées, et puis après ça dépend où vous êtes dans votre société, votre entreprise. Quand je dis qu'il faut renverser complètement la logique, il faut commencer par quels sont les besoins. Là, c'est effectivement, vous avez raison, c'est au niveau global. Mais je vais répondre à votre question. La question est comment agir à notre niveau. Il faut d'abord définir les besoins. Avant de dire les besoins, on doit répondre par la construction neuve. Non, les besoins, il faut répondre déjà par l'utilisation du parc. Parce que ce parc, on est, nous, dans un pays riche, on n'est pas en Inde ou en Chine, où ils doivent encore construire beaucoup pour répondre aux besoins. Nous, on a beaucoup construit. On a beaucoup construit, et donc, est-ce que ce parc, on ne peut pas l'utiliser différemment? Dans les logements, il y a beaucoup de logements vacants. Il y a 3 millions de logements vacants. Il y a 2 millions de résidences secondaires qui sont vacantes à 80% du temps. Il y a beaucoup de logements sous-occupés, massivement. Sur les autres équipements, c'est pareil. Une école, c'est utilisé, je ne sais pas, 20-30% de son temps. J'ai vu votre question, je pense à vous. Même chose pour les gymnases, pour les restaurants d'entreprise. C'est utilisé avant de construire. Est-ce que déjà il y a des bâtiments existants au niveau de l'utilisation tels que? Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser? Et moi j'ai discuté avec le maire adjoint d'une ville de la banlieue parisienne qui à la fois travaille chez Vinci et a un mandat écologique. Il m'a dit la première question que je me suis posée quand j'ai vu l'état des finances de la ville, au lieu de construire de nouveaux équipements, une nouvelle médiathèque, etc., j'ai dit on a déjà plein d'équipements, voyons comment on peut mieux les utiliser. Parce que la majorité des équipements sont utilisés 20 à 30% de leur temps. Et puis donc, deuxièmement, si les bâtiments tels qu'ils sont ne peuvent pas servir à répondre aux besoins, eh bien on rénove. On rénove. On les adapte aux besoins. Puis troisièmement, si on n'y arrive pas encore, ben, on restructure massivement du bâtiment existant. Mais déjà, on est beaucoup moins carboné que sur la construction neuve. Et puis quatrièmement, effectivement, si avec l'utilisation, la rénovation, la restructuration, on n'arrive pas aux besoins, à répondre aux besoins, on construit. Il faut faire gaffe, hein, on construit en essayant effectivement d'être décarboné. Je rappelle que
avec la réglementation 2012, c'est très performant, c'est des bâtiments basse consommation, on est très performant sur l'usage, mais à chaque mètre carré qu'on construit, on lâche dans l'atmosphère entre 500 kg et une tonne de CO2. Et c'est des bâtiments basse consommation. Question. On parle beaucoup de zéro artificialisation nette, est-ce que ça se rejoint pas un peu? Ah, ça se rejoint totalement. Ça se rejoint totalement, parce que là, effectivement, sur la biodiversité, un des grands problèmes, c'est le fait qu'une grande partie de la Terre est utilisée dans nos pays pour le bâtiment et les infrastructures, de manière générale. Et dans d'autres pays, c'est à la fois pour le bâtiment et l'infrastructure, et aussi pour l'agriculture, parce qu'ils veulent développer leur agriculture. Nous, on ne la développe pas trop, parce qu'elle est déjà à une taille optimale. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, à chaque fois qu'on artificialise des sols, on génère de la destruction de la biodiversité, et il y a une politique très ambitieuse, très discutée parmi les professionnels, pour arriver à zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire quoi? C'est que si vous artificialisez, en clair, ça veut dire si vous faites un lotissement à la place d'une surface agricole, eh bien, vous vous débrouillez pour que dans la même aglo ou dans je ne sais plus quel territoire, vous libérez une surface qui était artificielle et que vous rendez naturelle. Donc, effectivement, vous voyez l'ampleur des changements qu'il faut. Et si je reviens sur le bâtiment et sur le livre que vous avez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est d'une grande complexité. Quand je réponds à la question, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? C'est quand même la bonne question. Eh bien, nous, uniquement sur la partie bâtiment durable, il y a même des aspects un peu biodiversité, mais c'est quand même surtout sur durable au sens dérèglement climatique. Quand on a sorti le bouquin, qui est en gros le contenu du master, le master frère de l'école des ponts, là, sur l'immobilier bâtiment durable, vous voyez qu'avant de rentrer dans la deuxième partie du livre, regardez le plan du livre, dans le sommaire, il y a un sommaire en une page. Regardez le sommaire d'une page, vous l'aurez d'ailleurs dans le document. Le sommaire d'une page, je crois qu'il est au début, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez deux grandes parties dans ce livre. La deuxième partie, on est vraiment dans le bâtiment. Management de projet, programmation, conception, réalisation, gestion, exploitation. Et là, on peut y mettre le BIM assez facilement. Le BIM, il est au stade de la programmation, de la conception, de la réalisation, et puis, comme je l'ai dit, espérons qu'il est sur le stade de gestion et exploitation. Mais quand on forme des cadres au bâtiment durable, on a jugé nécessaire de faire la première partie, qui est la première partie de l'année de leur formation, où on est sur ce qu'on a appelé les fondamentaux. Avant de vous lancer dans le programme de la conception, la réalisation de votre bâtiment, qu'est-ce que ça donne le projet dans le contexte général dans lequel il est, donc qui est notamment révolution numérique, utilisation du BIM, et puis neutralité carbone, ça c'est le chapitre 1. Chapitre 2, attention, votre bâtiment il est toujours dans un contexte urbain, à 90% en tout cas en France, ou 95%. Qu'est-ce que ça donne, l'articulation de votre bâtiment avec l'aménagement urbain et puis les transports? C'est pas la peine de faire un bâtiment à énergie positive s'il faut faire 20 km en voiture pour y aller tous les jours, pour le quitter tous les jours, pour aller à son travail. Il y a des études très, très claires là-dessus, des maisons, ça avait été calculé notamment dans le nord de la France, des maisons basse consommation, où il faut une voiture pour aller au travail, ont un bilan carbone moins bon qu'une quasi-épave thermique sur un transport en commun. Et ce qui compte pour l'impact sur la biosphère, c'est le bilan carbone complet du bâtiment. Donc, qui normalement, alors là, ça dépend à quel stade de la décision vous êtes. Ça, c'est la décision du permis de construire, c'est la décision du maître d'ouvrage, du financier, pour savoir l'importance stratégique de la localisation sur l'impact carbone de ce bâtiment. Donc ça, c'est le bâtiment dans l'urbanisme. Le chapitre 3, le comportement et l'usage est absolument fondamental. Vous allez concevoir un bâtiment qui fait papa-maman, etc. Vous n'avez pas prévu vraiment qu'il y avait un utilisateur.
qui n'est pas d'accord avec vous. Et donc l'utilisateur, il va faire comme il veut. Donc comprendre et connaître ce comportement et usage, troisième chapitre du livre, est absolument incontournable. Après, bien sûr, comme vous pouvez imaginer, ça coûte cher, donc il y a le problème d'argent. Donc il y a tous les mécanismes de financement, c'est le chapitre 4. Et puis pour les professionnels dont l'action s'inscrit dans un parc immobilier, et il y en a quand même un certain nombre, chapitre 5, on est sur stratégie et gestion de parc. Et on dit au cadre que l'on forme, une fois que vous avez bien compris ces 5 aspects fondamentaux, à ce moment-là, on va rentrer dans le programme, la conception, la réalisation, la gestion de la production. Voilà un peu cette démarche. Donc ça veut dire qu'on est dans la complexité. On est dans un système complexe. Le climat est une question complexe. On est dans un système très complexe dans le système bâtiment et immobilier. Et on gère cette complexité avec, si possible, un certain nombre d'idées claires. Je voudrais quand même conclure sur ce récit de la révolution industrielle. Ça peut vous donner des points de repère, parce que c'était ça l'ambition, au bout d'une heure, que vous ayez un certain nombre de points de repère que vous n'auriez pas eu il y a une heure, qui pourront vous être utiles soit aujourd'hui, soit dans 6 mois, soit dans 3 ans. Des points de repère, et donc je termine un petit peu sur un recul historique, là, puis je vais vous laisser dans votre soirée. Le recul historique est le suivant. Il y a une question qu'on me pose. Alors en 2070, il va y avoir la 4e révolution industrielle. Et alors je réponds non, parce que j'ai une intuition, mais c'est pour faire réfléchir. J'en sais rien du tout. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on est sur des sphères très, très étonnantes, où on quitte le monde de l'économie. Et c'est important que pour vous aussi, parce que vous êtes aussi des individus avec des philosophies, des croyances, etc. Et ces philosophies, ces croyances individuelles jouent un rôle très important dans ce que vous pensez par rapport au contexte historique dans lequel vous êtes, et peuvent avoir une influence sur votre métier. Et cette 4e révolution industrielle, moi je crois qu'elle ne va pas avoir lieu, parce que la révolution numérique, elle est d'une autre dimension qu'un moteur à explosion ou qu'un moteur à vapeur. Je suis d'accord avec un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui dit à un moment, dans un petit ouvrage, il dit oulala, mais ce qui se passe avec cette révolution numérique, nous sommes sur la communication, sur l'information, sur le langage. On n'est plus sur des trucs durs comme le moteur, même si bien sûr il y a une base hyper industrielle. Mais fondamentalement, c'est quand même une révolution du langage, de la communication, etc. Et là, en se rapprochant, on n'est pas comparable au moteur à explosion, on n'est pas comparable au moteur à vapeur, on est plutôt comparable à l'invention de l'imprimerie et à la diffusion massive de la connaissance. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une deuxième renaissance radicalement nouvelle, un 16e siècle radicalement nouveau? Et il revient encore plus loin, alors là c'est 5000 ans, est-ce que c'est pas proche de l'invention de l'écriture qui va se passer? C'est les Sumériens il y a 5000 ans. Et l'invention de l'écriture, ça a changé quand même le niveau de l'humanité. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de penser que derrière cette révolution numérique, il y a une base technologique puissante, très importante, mais il y a une révolution de la communication, de l'information et du langage. Donc ça va très très loin. C'est une révolution de l'humanité. Et alors, on n'imagine pas une 4e révolution derrière ça. Il va y avoir plein de trucs, on ne sait pas quoi. Et à ce moment-là, quand on prend un peu de recul sur notre petit fossile, qu'est-ce que c'est que le fossile et le dérèglement climatique? C'est 3 révolutions industrielles en 3 siècles. 19e, 20e, 21e siècle. Parce qu'on espère, c'est pas sûr qu'on gagne, qu'à la fin du 21e siècle, il n'y a plus de fossiles. Ça veut dire qu'on renonce au fossile. Le charbon va rester sous le sol. Parce que le charbon, les réserves sont énormes. Le pétrole, les réserves sont plus limitées. Mais une partie du pétrole va rester sous le sol et une partie du gaz va rester sous le sol. Et on aura trouvé des moyens de production et des moyens de vie où on va se passer en l'an 2100 de toute énergie fossile. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, vous voyez,
et puis après on pourra se reposer. Dans l'histoire de l'humanité, il y a une parenthèse fossile de 3 siècles. En gros, de 1800 à 2100. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est que 3 siècles dans l'histoire de l'humanité? On va inventer un nouveau monde qui n'a pas que des points positifs, comme vous pouvez imaginer, que vous le lisez souvent. Mais on est dans un nouveau monde. Et alors, quand je parlais d'un rapport à la philosophie, à l'attitude personnelle, et ça répond en partie à la question, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Parce qu'on peut faire des choses très concrètes, dans le job où on est, mais on peut aussi avoir une posture personnelle, quoi. Et quand je discute, non plus avec des économistes, mais alors plutôt avec des profils de philosophes, j'ai l'impression que si on arrive vraiment à se sortir du désastre, du dérèglement climatique et de la baisse de la biodiversité et du gaspillage des ressources, sans parler d'autres menaces comme la menace nucléaire, etc., qui est un sujet radicalement différent, eh bien, pour arriver à affronter des sujets pareils, on sent intuitivement que c'est un nouveau rapport à la nature qu'on va avoir. Un nouveau rapport à la nature. Et là, c'est fondamental. Donc, il y a une parenthèse de 3 siècles où on va abandonner le fossile, et il y a une parenthèse qui est plutôt de 4 siècles d'ailleurs, parce que historiquement, ce changement par rapport à la nature apparaît plutôt au XVIIe siècle, avec Descartes, avec d'autres, où on peut maîtriser le monde, quoi. Louis XIV, avec son jardinier Le Nôtre, maîtrise la nature à Versailles. Et la nature est soumise à l'homme. Et là, on se plante. Donc on s'est planté pendant 4 siècles, en imaginant qu'on pouvait dominer la nature. Et donc là, il y a un nouveau truc où on va changer sans doute notre rapport à la nature. Et si on ne change pas notre rapport à la nature, j'ai l'intuition qu'on va bricoler. Voilà. On arrête là parce qu'il faut savoir. Merci pour votre attention. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris au MS Ville? Il faut changer notre rapport à la nature. Celle-là, je pense que vous n'imaginiez pas celle-là.